Bonjour, il s'agit ici de la deuxième vidéo consacrée à la refondation de la France dans l'immédiat après-guerre, entre 1944 et 1945. On s'intéressera surtout ici à l'organisation et à la gestion par le gouvernement provisoire de la République française du retour des absents liés à la Seconde Guerre mondiale. En effet, avec la libération de la France, et avant de se lancer dans de grandes réformes structurelles que nous étudierons dans une troisième et dernière vidéo, un immense défi se pose au gouvernement provisoire de la République française: organiser le retour des millions de Français qui avaient été éloignés du territoire national pendant l'occupation. Cette question est capitale, car le retour de ces absents conditionne non seulement la reconstruction du pays, mais aussi la réintégration de populations qui ont vécu des épreuves parfois inhumaines. Ainsi, on peut citer l'existence dès septembre 1944 du ministère des prisonniers, déportés et réfugiés, chargé d'organiser le retour des 2 millions de Français présents sur les territoires détenus par le Troisième Reich. Son action s'appuie ainsi sur plusieurs associations comme la Croix-Rouge, le Secours catholique ou encore la Fédération des prisonniers de guerre. 173 centres d'accueil sont ainsi répartis sur le territoire, notamment aux frontières, mais aussi à Paris où se concentrent la plupart des arrivées. Parmi ces absents, cette vidéo évoquera de manière très synthétique les prisonniers de guerre, les militaires engagés sur plusieurs fronts, les travailleurs du STO et volontaires, ainsi que les déportés politiques et raciaux. Le retour de ces absents est essentiel pour la reconstruction du pays et la réintégration de ces individus dans la société française, tout en comprenant que chacune des 4 catégories citées pose des enjeux spécifiques nécessitant des réponses adaptées du gouvernement provisoire de la République française. Tout d'abord, le retour des prisonniers de guerre. Environ 1 million de soldats français ont été faits prisonniers en 1940 lors de la débâcle face à la Wehrmacht, c'est-à-dire l'armée allemande. Internés pendant près de 5 ans en Allemagne, la plupart dans des Stalags ou des Oflags, ces hommes sont enfin libérés avec la défaite du Troisième Reich au printemps 1945. Leur retour représente un défi logistique énorme. Déjà, il faut évoquer leurs conditions de détention. Les prisonniers de guerre français ont vécu dans des conditions difficiles pendant la guerre, souvent marquées par la faim, les maladies et les travaux forcés. Certains, notamment ceux issus des colonies, ont subi un traitement encore plus sévère en raison des préjugés raciaux du régime nazi. Ensuite, il convient de s'intéresser à l'organisation du rapatriement. À partir de mai 1945, des convois ferroviaires et des camions sont mobilisés pour les ramener en France. Le gouvernement français met en place des centres d'accueil où les prisonniers sont examinés médicalement, nourris et identifiés avant de rejoindre leur foyer. Enfin, le retour pose des défis de réintégration. Le retour à la vie normale est souvent complexe. Certains retrouvent leur emploi, mais d'autres doivent faire face à un marché du travail saturé et à des familles désorganisées par la guerre. Un sentiment de décalage se développe entre ceux qui ont combattu, ceux qui ont résisté en France et ceux qui ont vécu la guerre comme prisonniers. Ensuite, nous aborderons le retour des militaires engagés. À partir du printemps 1945, c'est une démobilisation massive qui s'opère dans l'armée française, qui compte environ 1,3 million d'hommes au 8 mai 1945. En effet, cette armée engendre un coût budgétaire trop important pour la France, qui doit faire face à sa propre reconstruction. En une année, 500 000 militaires sont ainsi démobilisés, en commençant par les plus anciens engagés. En parallèle, l'épuration se poursuit et touche certains cadres de l'armée. Retournés à la vie civile, les militaires doivent ainsi trouver leur place dans une société qui est marquée par le chômage et qui aspire à la paix.
Ensuite, nous allons évoquer le retour des travailleurs, notamment ceux issus du service du travail obligatoire, plus communément appelé STO. Ce STO avait contraint près de 600 000 jeunes Français à partir travailler en Allemagne dès février 1943, notamment dans l'industrie d'armement nazi. Il faut aussi comptabiliser au moins 80 000 travailleurs volontaires partis en Allemagne dès le dispositif de la relève en 1942. Ainsi, à la Libération, si 25 000 travailleurs ont trouvé la mort à la suite des bombardements alliés, le retour des survivants pose des questions particulières. Contrairement aux prisonniers de guerre qui sont perçus comme des victimes, les requis du STO sont souvent considérés avec méfiance et ne sont pas prioritaires lors des rapatriements. D'ailleurs, plusieurs devront rentrer par leurs propres moyens en France. Au pays, les suspicions sont présentes et certains Français les accusent d'avoir collaboré avec l'ennemi en acceptant de travailler pour l'industrie allemande. Aussi, le gouvernement cherche ainsi à les réintégrer en leur offrant des emplois et des formations, mais la stigmatisation sociale reste forte. Beaucoup doivent prouver qu'ils sont partis sous la contrainte pour éviter d'être assimilés aux collaborateurs. D'ailleurs, les associations d'anciens requis du STO réclament en vain le statut de déporté du travail pour que le caractère contraint de leur départ en Allemagne soit pris en compte. Enfin, dans cette dernière partie, nous évoquerons le retour des déportés politiques et raciaux. La France compte parmi ses absents les victimes les plus tragiques du régime nazi, les déportés. Ces hommes, femmes et enfants ont été arrêtés pour des raisons politiques, par exemple les résistants, les opposants au régime de Vichy, ou raciales, principalement des juifs déportés vers des centres de mise à mort. À leur retour, peu de déportés osent témoigner de leur expérience. La société française, préoccupée par la reconstruction, a parfois du mal à entendre leurs récits. Il faudra attendre plusieurs décennies pour que leur voix soit pleinement reconnue. Il faut également bien distinguer ces deux types de déportés. Les déportés politiques forment une minorité parmi ces retours, car ils ne sont que 40 000. Bien que leurs témoignages soient rares à la Libération, ceux des déportés politiques sont mieux accueillis que ceux des déportés raciaux. On peut ainsi citer les conférences menées par Geneviève de Gaulle à son retour du camp de Ravensbrück. Elle alerte notamment sur les retours inégaux entre les déportés politiques retrouvant leurs proches et leurs biens, et ceux qui ont tout perdu dans la guerre et pour lesquels la réintégration dans la société est très compliquée. Pour les déportés dits raciaux, leur rapatriement à la fin de la guerre se fait souvent sur le même plan que les autres déportés, sans qu'il y ait une mise en lumière des spécificités de la Shoah. De plus, seuls 4 000 juifs sur les 74 000 déportés depuis la France ont survécu. En outre, ils sont confrontés à des problématiques spécifiques à leur retour. Familles parfois entièrement anéanties, question des restitutions des biens juifs volés durant la guerre, et on peut ainsi citer les témoignages de ces retours écrits et oraux de survivants comme ceux de Simone Veil ou bien Ginette Kolinka. En conclusion de cette vidéo, on peut donc dire que l'ampleur du défi est immense. La France doit gérer les retours multiples de citoyens, chacun ayant vécu une expérience unique de la guerre. Le GPRF met en place des politiques pour faciliter leur réintégration, mais les traumatismes sont profonds et les tensions nombreuses au sein d'une société qui veut se tourner vers l'avenir. Dans la prochaine et dernière vidéo, nous verrons comment le gouvernement provisoire s'attelle à reconstruire le pays et à préparer l'avenir institutionnel de la République.